que nous parlons quotidiennement d'autonomie stratégique européenne, d'autonomie digitale, derrière les buzzwords du moment, qu'en est-il concrètement? Où en est l'Europe dans cette géopolitique particulièrement bousculée actuellement? Je vous propose qu'on fasse le point avec nos invités pour en savoir un peu plus. Quel plaisir de vous avoir avec nous. Merci beaucoup, Anissa, Guy-Philippe, Franck, d'avoir accepté notre invitation. Alors, on parlait juste avant avec notre invité de souveraineté en parlant du quantique. Évidemment, l'ensemble des technologies numériques, de rupture, intelligence artificielle, 6G, les semi-conducteurs, tout cela est au cœur des enjeux. J'ai envie d'échanger un petit peu avec vous ce que je disais précédemment. On en parle beaucoup de cette autonomie stratégique européenne, cette autonomie digitale. C'est la manière dont l'appelle l'ANSSI. Ce qu'on a envie de comprendre, c'est ce qui se cache concrètement derrière. Et puis, on en parle aussi beaucoup, mais est-ce qu'on en fait réellement ou comment en faire un peu mieux et surtout pourquoi dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui c'est une nécessité. Je parle évidemment des enjeux géopolitiques qui bousculent et là encore une fois l'actualité ne me démentira pas. Peut-être Guy-Philippe un mot sur mieux comprendre cette situation aujourd'hui, ce qui se passe. Alors évidemment Iran, Israël au cœur malheureusement de l'actualité, la Russie, il y a également la posture des États-Unis qui pose question, et puis ne pas oublier la Chine et Taïwan. Oui, alors il y a un problème de fond qui frappe directement cette question de la souveraineté, qui lui donne une nouvelle actualité, et c'est en fait ce que moi j'appellerais la question américaine. Et je le dis pour avoir toujours été assez pro-atlantiste et sensible à l'alliance que nous avons avec les États-Unis. Mais je prends les mots du Premier ministre canadien Mark Carney. La relation qui existe avec les États-Unis aujourd'hui, elle est différente parce qu'on est entré peut-être dans une phase politique avec potentiellement des changements profonds aux États-Unis. Et il y a des implications, en particulier potentielles dans le cyber, que ce soit de l'ordre du respect de l'état de droit, qui est le non-dit du fait qu'on puisse acheter et respecter des échanges et des services IT, que ce soit également de la forme de la garantie de sécurité américaine, et tout ça, encore une fois, c'est dans le non-dit, mais on le voit dans la capacité américaine à protéger ses propres infrastructures critiques et donc à la crédibilité générale qu'on peut avoir dans les produits américains. C'est quelque chose qui est posé sur la table. Et puis il y a un troisième point, évidemment, qui est le risque, avec un autre dérapage dans la guerre commerciale, parfois un petit peu inopinée, que Trump pourrait déclencher, un risque d'avoir un impact, un effet de bord sur l'achat de services IT. Donc c'est un peu ces éléments-là. Tout ce que tu as dit, Mélanie, sur le fond géopolitique complexe, avec Taïwan, la Chine, ce qui se passe au Moyen-Orient, bien sûr, est vrai. Mais du point de vue cyber, il ne faut pas oublier que le marché américain, c'est 55% du marché cyber mondial, c'est gigantesque. Et si tout d'un coup on a une rupture parce qu'on a moins confiance dans les produits pour les éléments que je t'ai évoqués, bah là, ça pose des vraies questions quand même. Des vraies questions. Anissa, Franck, vous avez travaillé aussi sur ces territoires, la Chine dont on parlait, les États-Unis, donc c'est un univers que vous connaissez bien. Comment est-ce que vous percevez cette nouvelle posture des États-Unis qui questionnent aujourd'hui concrètement? Et je voyais Anissa qui réagissait aussi parce que de fait, ça implique des impacts pour les entreprises, les organisations, mais aussi un réveil réellement de l'Europe. Alors, on peut espérer un réveil de l'Europe, on en parle beaucoup. Ce que j'ai pu voir dans mon expérience, c'est qu'un certain nombre de plaques géopolitiques ont une démarche d'autonomie digitale et de pouvoir se dire je peux être autonome si jamais il y a une raison politique, militaire ou autre qui puisse, entre guillemets, intervenir. Et c'est pour ça que dans certains pays, par exemple comme dans la Chine, il y a une volonté de connaître quel est le pourcentage de produits informatique et cyber, parce qu'on ne peut pas parler de la cyber sans l'informatique, dans le pays. Et c'est-à-dire qu'il y a une volonté, une éducation de toute la classe managériale de se dire « je dois être plus autonome, je dois, entre guillemets, faciliter le développement de solutions locales pour pouvoir permettre un écosystème plus, je dirais, plus résilient, parce que derrière cette autonomie, c'est la résilience qui est recherchée, et particulièrement, je dirais, dans certaines zones géopolitiques, il y a, entre guillemets, des valeurs qui se partagent plus ou moins. Et aujourd'hui, il y a peut-être une certaine tension avec les États-Unis, mais les valeurs de fond sont toujours à peu près les mêmes.
mais par contre avec une envie que, entre guillemets, on prenne plus nos responsabilités et on a peut-être aussi en Europe plus facilité à prendre une solution américaine parce qu'elle a déjà fait ses preuves, elle a déjà un certain nombre de clients, elle a déjà une certaine taille et donc par facilité, on va choisir cette solution alors que dans d'autres pays, on va en priorité promouvoir des solutions locales pour leur permettre d'arriver à une masse critique et donc d'être pérenne sur le long terme. On va revenir sur ce sujet, puis surtout comment peut-on faire aussi pour finalement plus de transparence, parce que ça permettrait peut-être aussi de voir finalement qui achète quel produit, voire même d'en prendre soi-même connaissance dans son entreprise. Anissa, je vous ai vu réagir. Réagir à ce qui en termes de cohérence, est-ce qu'on y est en Europe ou pas? Alors peut-être pour commencer, avant de donner un chiffre, c'est un chiffre qu'on connaît déjà tous, et puis ça, on revient aussi sur la situation, on va dire, de guerre commerciale avec on va dire, de tensions commerciales avec les États-Unis, qui est celui de plus de 80%. Et bien, il y avait une étude Asterès notamment qui était lancée par le SIGREF il y a très peu de temps, un peu plus de 86%, si je ne me trompe pas. On pourra donner les sources, bien évidemment, de solutions justement qui sont des solutions internationales et notamment américaines. Donc on voit finalement la dépendance, on le savait déjà, mais on voit vraiment avec des chiffres finalement publics que ce fait est vraiment là et qu'il y a vraiment un réveil à avoir. Et puis en tout cas, moi je représente aussi Numéum, donc un syndicat professionnel du numérique en France. On a plus de 2500 entreprises adhérentes et on voit vraiment, je pense que cette situation a accentué aussi le fait de se dire il faut qu'on se réveille, à la fois pour les entreprises qui ont des activités, des Françaises qui ont des activités aux États-Unis, qui voient justement peut-être des mesures de rétorsion ou de droits de douane qui peuvent être portées sur des entreprises du numérique, ou aussi des entreprises qui n'ont pas d'activité aux États-Unis, françaises, mais qui peuvent avoir on va dire, cette situation peut avoir une incidence sur ces entreprises qui sont dépendantes de solutions américaines. Donc il y a vraiment un vrai sujet par rapport à ça. Et sur le sujet de l'Europe, justement, on sent quand même qu'il y a un sursaut, on sent quand même on pourra en reparler bien évidemment, mais il y a des mesures qui ont été mises en place. Ça a toujours été un peu timide. C'est toujours sur le cadre plutôt réglementaire que ça se fait. Donc le DMA, pour essayer de contrôler aussi les entreprises monopolistiques sur le marché, que ce soit sur du réseau social, cloud, etc. Le DSA, donc on voit qu'il y a quand même des efforts qui sont faits en la matière par l'Europe, par l'Union européenne. C'est pas suffisant. Et je pense que ce type de situation a permis aussi à la nouvelle Commission européenne justement de se réveiller et d'introduire des dispositions. On pourra en reparler, je pense, juste après. Et alors, on l'a compris, il y a une volonté. C'est clair. Il y a un consensus globalement sur nous devons fédérer, faire corps au niveau européen. Et pour autant, est-ce qu'on le fait réellement? Est-ce qu'on est déjà dans le passage à l'acte, à l'action, alors même qu'il y a urgence? C'est ce qu'on comprend à travers ce que vous dites. Est-ce qu'on le fait? Et si on ne le fait pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Quels sont les effets de levier pour engager la démarche? Ce qu'on peut dire, et je rebondis sur ta question initiale, pourquoi est-ce qu'on le ferait? Et quelle est la valeur derrière ça? Encore une fois, je voudrais réinsister sur le choc géopolitique potentiel d'une administration Trump qui ne respecte pas l'état de droit. Bon, et je le dis parce que dans les valeurs que nous partageons avec nos alliés américains, qui restent encore nos alliés américains, mais parfois, au cours des derniers mois, on a pu se poser des questions, et je connais certains spécialistes qui sont plutôt en faveur de l'Alliance Atlantique, qui eux-mêmes se posent certaines questions de fond. On ne sait pas d'ailleurs parfois pourquoi il y a des échanges avec des pays comme la Russie et comment on traite, nous, les alliés européens. Je ne parle même pas de la question du Danemark, qui est un allié exemplaire de l'Amérique et qui a été très maltraité par Trump, et je ne parle même pas du Canada. Bon, donc il y a ces choses-là qui sont sur la table à nouveau. Et ça, c'est un use case. C'est un use case parce que derrière l'ensemble des services informatiques que l'on achète auprès de partenaires américains qui sont d'excellente qualité, je tiens à le signaler, il y a quand même la question que si, au-dessus de ça, l'État fédéral commence, entre guillemets, à péter un câble et à ne plus respecter le cadre de l'État de droit, on ne sait plus ce qu'on peut faire. Donc, la réflexion de fond derrière, et qui peut donner en fait une nouvelle vie à ce qu'on entendait sur l'autonomie stratégique, etc., c'est que, OK, on comprend que ce n'est pas de l'efficacité qu'on va aller chercher, mais peut-être un élément de sauvegarde, un élément de backup par rapport à un État américain au niveau fédéral où on ne sait pas, encore une fois, si on respecte les décisions des tribunaux des cours inférieures, si on respecte les décisions à terme de la Cour suprême, etc. Donc ça, c'est important parce qu'on achète dans un cadre légal. Bon. Donc il y a ça. Et
Il faut le dire, tu posais la question, est-ce que ces signaux-là, on commence à les matérialiser, est-ce qu'on commence à les voir? Ce qui est frappant de constater, c'est que même des grands groupes américains, des grands hyperscalers, comprennent et développent des offres qui permettent de sectoriser, de protéger une souveraineté européenne. Et je pense que, alors ça ne date pas de Trump, alors, ils avaient compris qu'il y avait une évolution réglementaire, mais ils ont compris qu'il y avait peut-être là un marché, parce qu'ils ne vont pas le faire juste pour les beaux yeux de la Commission. Et donc derrière, donc ces choses qui sont mises en place, des offres par Azure, qui va même jusqu'à mettre les codes sources qui seraient protégés à terme dans un coffre-fort en Suisse, au cas où il y aurait un problème géopolitique, on pourrait les réutiliser, etc. Donc ces éléments de garantie, ça montre bien que même ces grands géants se posent ces questions-là, et donc, à nouveau, il y a un use case. Maintenant, évidemment, la question derrière, c'est, comme toute question de gestion du risque, il faut faire une bonne évaluation de la gestion du risque pour ce qui est quelque chose qui est un investissement supplémentaire, et puis voir si c'est un investissement supplémentaire, s'il n'y a pas une façon de couvrir et de retrouver un retour sur investissement. Parce qu'à la fin des fins, il faut quand même que tout le monde fasse de l'argent dans le monde corporate. Mais voilà. Alors Franck, sur ce que vous disiez tout à l'heure, il y a on parlait là de l'objectif. Pourquoi est-ce qu'on veut faire de l'autonomie stratégique? Pourquoi est-ce qu'on en a besoin? Pourquoi est-ce que c'est essentiel? Il y a cette notion de résilience, cette notion de continuité d'activité aussi, dès lors qu'on dépend d'un certain nombre d'outils. Si demain, ils venaient à être coupé, là effectivement ça pose un certain nombre de questions dans ce monde hyper connecté, où tout aujourd'hui ou presque est géré en version numérique. Mais quand on vous dit on est européen, on est français, c'est pas suffisant pour motiver l'achat. Bien sûr que ça peut être une des conditions, mais ça n'est pas suffisant. Du coup, qu'est-ce que vous attendriez, vous, en tant que membre du CA, du CESA ou de vos pairs avec lesquels vous discutez, pour justement faire que cette autonomie stratégique devienne une réalité? L'autonomie stratégique, c'est pas obligatoirement avoir un sticker France ou Europe. Et la problématique derrière ces stickers, c'est qu'une société française peut très bien être achetée par une société américaine, voire chinoise demain. Et ça a déjà été le cas sur un certain nombre de belles success stories françaises qui ont été rachetées. Donc c'est très difficile pour quelqu'un qui va vouloir, entre guillemets, acheter du français, de se dire, si j'achète du français, est-ce que demain c'est encore français? Donc quelque part, ça va pas suffire. Ce qui va être intéressant, c'est plutôt de se dire, j'ai démarré à l'étranger, j'ai déjà des reconnaissances et je vous vends de la pérennité. Parce que j'ai des clients sur des marchés, des use cases différents, qui vont pouvoir, entre guillemets, garantir le fait que cette solution va perdurer dans le temps, parce que quand quelqu'un achète une solution, c'est pas pour la changer dans 15 jours. Et un des problèmes des vendeurs qui vont vous vendre « je suis français, je suis européen », et encore plus quand c'est que français, le problème, il s'est jamais challengé à l'étranger, s'il ne fait que cette allégation. Et c'est là tout le problème, parce qu'en gros, il va le dire « je suis petit ». Et donc, qui va vouloir, entre guillemets, choisir un petit? Parce que le CISO va être obligé d'échanger avec son DSI ou avec d'autres acteurs dans son entreprise en disant « je vais choisir une société parce qu'elle est française ». À moins qu'il y ait une obligation dans l'entreprise de se dire « je dois acheter un pourcentage de produits français ou européens », il va avoir plus, entre guillemets, de doute, parce que les autres acteurs dans l'entreprise vont dire « je veux une solution connue parce que je vais avoir du mal à utiliser la solution parce qu'il n'y a pas beaucoup d'expertise. Je ne sais pas comment elle va se développer, donc tous les 4 matins, quelqu'un va m'expliquer le concurrent qu'on aurait dû prendre fait ça et le vôtre ne fait pas ça. » Donc il y aura il y aura un parcours du combattant pour soutenir le produit, entre guillemets, dit français. Donc il faut vraiment que le changement, entre guillemets, d'état d'esprit soit au-dessus. Oui, il faut soutenir des sociétés, entre guillemets, qui sont d'origine française, mais il ne faut pas rêver sur le fait qu'elles vont rester françaises, et il faut, entre guillemets, les obliger à s'ouvrir à l'étranger pour pouvoir, entre guillemets, être pérennes. Un autre point que vous évoquiez tout à l'heure, on parle notamment le CESA qui a créé un partenariat pour associer cybersécurité et durabilité. On le voit aujourd'hui, les enjeux environnementaux commencent à être intégrés dans les politiques de sécurité, mais ce n'est pas encore la norme. Est-ce que, non pas d'un point de vue environnemental, mais est-ce que finalement, dans cet esprit de gouvernance et de responsabilité d'entreprise, ces éléments, en termes d'entreprise européenne, pourraient être pris dans les politiques de sécurité? Et est-ce que finalement, dans les rapports d'activité, on pourrait demander ou voir à ce que le volume, finalement, d'entreprises ou de solutions européennes ou françaises qui sont dans les entreprises pourrait être rendu visible et donc plus transparent?
Alors oui, tout à fait. Moi, quand j'ai pu travailler en Chine, il y avait des obligations de faire un reporting du pourcentage acheté en IT et en cyber de produits locaux. Donc, je pense que c'est important déjà, on l'évoquait sur le fait qu'il y a un gros pourcentage, je dirais, étranger, voire américain, mais est-ce que chaque entreprise sait pertinemment combien elle dépense dans des produits, entre guillemets, français, européens ou américains, voire mondiaux? La plupart du temps, ils n'ont aucune idée de ce chiffre. Et de se dire chaque année, je vais regarder ce chiffre et si j'ai vraiment un message au niveau de mon entreprise que je souhaite porter, en termes, parce qu'on fait tout ce qui est, je dirais, plan de support aux produits de défense ou aux produits de cyber, de se dire, est-ce que je veux rester neutre ou est-ce que je veux être acteur? Et je pense qu'il y a un côté, au niveau des entreprises et de leurs responsables, de se dire, est-ce que je vais être acteur par rapport à cette résilience ou cette autonomie digitale? Et après, je pense qu'il y a un côté, comme le disait Anissa, plus au niveau des plaques géographiques, d'autonomie au niveau de la data pour rester dans des plaques géographiques ou en termes de services, pour pouvoir entretenir aussi, je dirais, le service. Il y a certaines plaques géographiques où on oblige à ce que les opérateurs soient nationaux. Donc il y a, je dirais, un mélange entre incitation, réglementation et échange de bonnes pratiques aussi pour donner envie à certains gros opérateurs étrangers d'y arriver. Parce que quand tu disais que dans certains pays, Azure, Amazon et autres pouvaient, entre guillemets, faire des data centers locaux, c'est super, ça va protéger localement, mais ça va surtout empêcher les petits Européens de le faire. Parce qu'ils n'auront pas du tout cette capacité humaine, financière, de mettre les dollars sur la table dessus. Et là, tout le problème, c'est, si on est assez riche, on peut s'adapter à n'importe quelle réglementation. Si on est un petit, il va falloir doubler ou tripler ses moyens humains, financiers, pour pouvoir suivre la cadence. Parce que quelqu'un qui devait, par exemple, accompagner un grand groupe dans certaines plaques géographiques, il va être obligé de dire « je ne peux pas vous accompagner ». Est-ce que ça veut dire qu'il faut plus de financement? Est-ce que ça veut dire qu'il faut plus d'investissement? C'est quoi la clé, là? C'est un mélange, comme toujours, c'est toujours un mélange. Non, mais c'est certain. Et tu soulignes un point qui est important. Et je reprends ce que tu disais au début, Mélanie. Il y a un use case qui est un use case de résilience par rapport à un risque géopolitique. Et ça, c'est une vraie nouvelle dimension de qualité, parce que souvent dans l'entreprise, alors ça dépendait aussi des activités des entreprises et puis leur exposition géographique, mais ce mot de géopolitique était un petit peu un mot parfois sale, qu'on ne voulait pas évoquer, parce qu'on préfère vivre dans un monde où il y a des clients et des fournisseurs à travers la Terre et tout le monde est content. Mais ce n'est pas la réalité aujourd'hui, et certainement pas dans ce fond géopolitique de plus en plus tendu qui existe. Mais c'est ce que tu dis, Franck, il faut être capable de faire cette démonstration la plus large possible de cette résilience géopolitique. Et on parle de l'Europe et d'une souveraineté européenne, mais une bonne solution, c'est effectivement une solution qui est résiliente géopolitiquement pour les entreprises européennes, pour les entreprises de la sphère Indo-Pacifique, peut-être pour des entreprises de la sphère américaine, et pourquoi pas même pour les entreprises américaines qui ne voudraient pas être complètement exposées à ce risque politique interne que j'évoquais. Et derrière, l'approche, c'est effectivement pas forcément la réglementation, mais essayer de bien être capable de chiffrer ce qui est ce besoin du marché, d'en parler, et après d'être le mieux-disant sur la capacité à remédier ce nouveau risque qui devient très important. Et ce que vous disiez, Franck, aussi, c'est un élément clé, notamment en mesurant le nombre de solutions européennes qui pourraient être utilisées, c'est aussi se rendre compte de l'argent finalement national qui part aux États-Unis ou qui pourrait être réinjecté, réinvesti aussi dans le territoire national ou européen, et donc de fait alimenter ensuite la croissance de la maturité de l'ensemble du marché. Si vous aviez chacun de vous une action, deux actions que vous souhaiteriez voir mettre en lumière, voir appliquer, quelle serait-elle, Anissa? Justement, on disait que la réglementation ne suffit pas. Il y a peut-être, je vais en utiliser deux. Vous m'avez dit un, mais je vais en utiliser deux. La commande publique, en fait, c'est le même, mais on va dire la commande publique. Et sur la commande publique, plus précisément, un Buy European Tech Act. Donc d'avoir vraiment incité. L'idée, c'est pas d'obliger justement les entreprises à acheter européen, mais c'est déjà, en tout cas pour le secteur public, de prendre le bon exemple, d'acheter européen, ou en tout cas qu'il y ait un pourcentage, on va dire, de technologie qui soit alloué donc à la commande publique.
je ne sais pas si on donne un chiffre, 10, 20, 30, etc., qui soit justement qu'on puisse acheter européen. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, en tout cas, côté Numum, qu'on pousse. On est plusieurs associations aussi à pousser ce type de proposition-là. En tout cas, si on devait activer un levier qu'on pourrait utiliser au niveau européen, ce serait une des actions. Après, je pense qu'il y en a plein d'autres, mais je pense que le levier de la commande publique est important. On parlait justement tout à l'heure des dépendances technologiques. Le gouvernement a lancé un observatoire des dépendances technologiques. Donc j'imagine qu'il va y avoir, ça vient de commencer, une cartographie des différentes dépendances technologiques, avec peut-être des pourcentages et de savoir justement comment on se situe côté français et peut-être aussi côté européen. Donc ce sera intéressant de voir justement ce qu'il en est pour cibler justement les bons domaines dans la chaîne de valeur. Guy Philippe, 2 actions. Alors 2 actions. 1, qu'on puisse aider les entreprises plutôt que mettre de la réglementation. Mais parfois, elle est nécessaire. Qu'on puisse aider à mieux évaluer ce risque géopolitique et que ce soit les grands groupes, mais que ce soit aussi leur écosystème de fournisseurs et qu'on puisse les accompagner là-dessus. Ça, c'est un point important. C'est d'ailleurs ce qu'évoque David Bavrez, qui appelle justement à ce qu'il y ait un directeur géopolitique ou un directeur risque dans les entreprises, qui accompagne aussi les dirigeants pour avoir cette clé de lecture dans la stratégie même de l'entreprise. Alors, soit un directeur, mais ça, c'est toujours un petit peu un problème dès qu'il y a un nouveau truc, on veut rajouter, c'est pas une mauvaise idée, mais on veut rajouter un poste, et comme aujourd'hui on parle de Chief AI Officer, et puis tout ça va disparaître de toute façon, mais parce qu'on va le faire naturellement. Et ça sera une des composantes, une des compétences fondamentales de l'entreprise. Donc, je préférerais à la limite que le directeur de la gestion des risques intègre tout ça dès le démarrage. Bon. Donc ça, c'est au niveau de l'entreprise, on va être très général. Au niveau, on va dire, international, je voudrais à nouveau évoquer ce que The Economist a appelé « The Little West », en fait, qui est notre bloc occidental où nous partageons ces valeurs qui sont très importantes, du respect de l'état de droit, du respect de la propriété privée, etc., mais où aujourd'hui, il y a un point d'interrogation qui est assez gros, qui est sur qu'est-ce qui va se passer aux États-Unis, parce qu'encore une fois, tout peut se passer aux États-Unis, y compris, pourquoi pas, des dérèglements internes, des dissensions à l'intérieur de la structure fédérale, etc. Bon. Mais que derrière, dans ce Little West, on prenne conscience, qu'on soit le Canada, le Japon, la Corée du Sud, les pays européens, certains pays du Moyen-Orient, etc., il faut quand même arriver à faire tenir la barque de notre marché, y compris dans les achats de produits informatiques sur lesquels le risque cyber, évidemment, est fondamental. Et donc là, ça c'est un point très ouvert, mais de réfléchir à des formes de normes internationales à l'intérieur de ce bloc, plutôt que quelque chose de très sectoriel ou très géographiquement limité, localisé, comme français ou même européen. Parce que je reprends ce que tu disais, Franck, il faut que ce soit vu comme un marché mondial. Parce que déjà au cœur de ça, on a les États-Unis, c'est 55% du marché cyber. Bon, ça, si tout d'un coup on a des risques, comment on va faire vivre les 45% restants? Donc c'est plus à ce niveau-là. Alors je dis ça, c'est peut-être pas facile à faire, mais à se dire, OK, quelles sont les normes de sécurité qui permettent, si on peut les poser, qui permettent qu'un produit qui serait cyber-résilient en Europe et qui ait ce standard-là puisse être bien compris au Japon, en Corée du Sud, en Inde, au Canada. Et pourquoi pas d'ailleurs aux États-Unis. Avec une approche de fait beaucoup plus globale dans l'approche des sujets. Franck, 2 actions? Alors, il y a la première, c'est la transparence du reporting de combien j'achète en IT et en cyber. Parce que pour moi, il faut que ça soit dans le rapport annuel, pour que ça soit transparent. On ne peut pas parler de RSE si on n'évoque pas sa participation à un développement durable. Surtout que ça permet, entre guillemets, de contrebalancer des réflexions court-termistes où on va juste chercher la performance financière. Si on veut avoir de la résilience, ce n'est pas un effet sur une année ou deux. Ça veut dire qu'il y a une démarche, je dirais une lame de fond des entreprises et des différents pays européens pour se dire comment je peux donner ce changement, je dirais, d'état d'esprit, de se dire je dois aider, tout en restant raisonnable, une démarche plus résiliente au niveau Europe. Aujourd'hui, il va y avoir des arbitrages assez rapides. Telle solution coûte tant, telle solution coûte tant. Les gros vont être capables de faire du dumping ou autre, ça va être des gros qui vont être pris. Et c'est là où, entre guillemets, il faut qu'il y ait une démarche vraiment volontaire, long-termiste, et d'avoir cette transparence. La deuxième chose, c'est aussi de se dire pourquoi les startups ne sont pas, tout aussi, performantes en termes de succès par rapport à d'autres structures. On a, entre guillemets, un enfermement dans certains défauts humains de formation.
on est basé extrêmement trop souvent sur la performance, l'excellence technique, et pas sur le modèle économique, pas sur le nombre de connecteurs d'une solution par rapport à un écosystème. On ne comprend pas les éléments déclencheurs de l'achat. Et ça, c'est un problème français. On pense que notre expertise, notre talent va être reconnu. Non, c'est un ensemble de compétences. Il faut faire du thought leadership, il faut faire de l'influence au niveau réglementaire, il faut savoir vendre, se faire accompagner, et c'est pas uniquement « j'ai une bonne idée ». Cette bonne idée, tôt ou tard, un Américain aura les moyens de racheter l'expert français. Et donc là, c'est un changement très très fort. Le dernier point, c'est comment on peut... Alors, il y en avait 3 originellement, voilà. Au début, il y en avait 2, mais moi, à l'origine, il y en avait 3. Donc, le troisième, c'est comment, entre guillemets, on peut, je dirais, motiver les entreprises, les grandes entreprises ou les fonds d'investissement à se dire, que ça soit sectoriellement, comme tu le disais, se dire, on veut soutenir le développement d'une société sur le long terme. Quand on achète une solution américaine, on l'achète parce qu'elle a déjà fait ses preuves aux États-Unis. On l'achète pas parce qu'elle a un drapeau. Alors que quand c'est une société française, elle n'a fait son succès qu'en France. Et il faut pas se tromper, entre guillemets, de problématique. Et pour moi, il faudra, entre guillemets, donner les moyens de se dire, à travers un secteur, les assurances, l'industrie, je ne sais quoi, de se dire, nous sommes plusieurs sociétés, on va mettre des moyens, voire avoir des postes au board, en se disant, on va accompagner cette société pour qu'elle réponde à un besoin sur de la longue durée. Et là, ça va attirer des clients en se disant, il y a quand même 3, 4 sociétés qui ont mis des gros moyens, et pas des fonds d'investissement qui vont rentrer et sortir, qui vont pouvoir, entre guillemets, s'accompagner. Et je pense que ces 3 points peuvent aider. C'est aussi une vision long terme, finalement, avec cette notion d'investissement et donc de long chemin. Guy-Philippe, une troisième action ? Oui, mais en fait, c'est pour souligner, rebondir ce que tu viens de dire, Franck. D'une certaine façon, on a parlé de ce choc géopolitique général, global, etc. On a parlé des entreprises, on a parlé des startups de cybersécurité. Évidemment, on parle cyber. Il y a les fonds d'investissement qui sont derrière, qui investissent dans les grands groupes corporate et les autres. Ils ont aussi besoin de ces éléments de résilience et donc d'avoir des visions, pour la plupart d'entre eux, d'une vision d'investissement, une horizon d'investissement, on va dire, de 5 ans, entre guillemets, ce qui est le long terme à minimum sur lequel ils vont regarder. Et là-dessus, je pense qu'il y a une plus-value, un mieux-disant pour ces fonds-là, avoir des entreprises qui sont capables d'avoir cette vision et qui sont capables, ces entreprises, de se baquer à nouveau contre ce nouveau risque géopolitique. Donc, il faut faire toutes les choses qu'on a évoquées. Il faut aussi probablement bien communiquer dessus pour le montrer aux fonds d'investissement, espérer que ces fonds d'investissement auront compris qu'effectivement, on entre dans une période plutôt troublée, y compris pour leur propre tour, et donc qu'ils vont aller dans une démarche qui, idéalement, sera donc vertueuse, plus favoriser les grands groupes qui investissent sur ce moyen-long terme et qui eux-mêmes vont finir par investir dans des ressources résilientes, européennes ou ailleurs, y compris des startups, de façon à créer ce cercle vertueux. Merci beaucoup à tous les 3 d'avoir été nos invités. Je vous laisse continuer à échanger. Moi, je vais voir notre prochain invité et on va continuer à parler influence et intelligence économique. On va donc faire le lien avec ce que vous évoquez. Très belle journée. Merci d'avoir été nos invités. Merci.